Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du bac de philo, le langage. On a l'impression que c'est simple, non? On l'utilise tout le temps, sans même y réfléchir. Sauf qu'en philo, c'est une toute autre histoire, un univers à part entière. La vraie question, c'est comment on en parle de façon claire et structurée le jour J devant sa copie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer tout ça ensemble. Bon, on va aller droit au but, avec la question qui doit être le fil rouge de toute notre réflexion. Évidemment, le langage, ça sert à communiquer. Ça, on est d'accord. Pour demander son chemin, raconter sa journée, le b.a.-ba. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que ça s'arrête vraiment là? On se doute bien que non. C'est de là qu'on part pour creuser et pour aller voir ce qui se cache derrière cette évidence. Alors pour y répondre, on va avancer en 3 étapes. D'abord, on va regarder le langage comme un outil. Enfin, un outil qui est bien plus complexe qu'il en a l'air. Ensuite, deuxième temps, on plonge vraiment au cœur du problème philosophique, le rapport souvent explosif entre les mots et la pensée. Et pour finir, on explorera le pouvoir du langage, un pouvoir qui peut être assez redoutable. C'est parti. Allez, première partie, on commence par les fondations. Parce que avant d'être un casse-tête pour philosophes, le langage c'est un objet d'étude, un vrai, pour les scientifiques. Et ce que les linguistes nous en disent, c'est super important pour bien poser le problème dès le départ. Et là-dessus, il y a un personnage qui arrive et qui change toutes les règles du jeu. C'est le linguiste Ferdinand de Saussure. En gros, il nous dit « Stop ! Arrêtez de regarder l'évolution des mots sur des siècles. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la langue comme un système qui fonctionne. Là, maintenant. Comme une photographie. C'est en code social, en fait. Un ensemble de règles qu'on partage tous, un peu comme les règles du foot. Et ce système, il est d'une efficacité, mais incroyable. C'est ce qu'on appelle la double articulation. Pensez-y un instant. En français, on a quoi? Une trentaine de sons de base, les phonèmes comme P, A, T, des bruits quoi. Et rien qu'avec cette poignée de sons, ces quelques briques de Lego sonore, on peut construire des milliers de mots qui ont du sens et une infinité de phrases. C'est complètement fou. C'est un peu ça la magie de notre langage. Et c'est là qu'on voit la différence énorme, fondamentale avec les animaux. Prenons la fameuse danse des abeilles. Ok, c'est une communication, mais elle est innée. Elle ne parle que de nourriture, de sa direction et de sa distance. C'est un code hyper limité, figé. Nous, notre langage, il est appris, il évolue, il est méga flexible. Et surtout, il a un super pouvoir. Il peut parler de lui-même. On peut dire « ce mot est mal employé ». Ça, c'est ce que le linguiste Émile Benveniste appelle le métalangage. Et cette citation de Benveniste, franchement, gardez-la dans un coin de votre tête pour le bac, elle est parfaite. Elle est courte, elle claque et elle remet les pendules à l'heure. En gros, elle dit que parler de langage pour les animaux, c'est un abus de langage. C'est une façon de parler, mais ce n'est pas rigoureux. Le langage humain, avec sa complexité et sa créativité, il ne joue tout simplement pas dans la même catégorie. Ok, maintenant qu'on a posé les bases techniques, on peut passer au plat de résistance, au vrai cœur du problème en philo, la relation entre le langage et la pensée. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Quel est le lien entre nos idées et les mots qu'on utilise? On a tous connu ça, ce moment super frustrant où on cherche ces mots. On a un truc précis en tête, une émotion forte, et les mots qui sortent sont nuls, plats. On a l'impression qu'ils trahissent complètement ce qu'on ressent. Eh bien, cette petite expérience de tous les jours, c'est le point de départ d'un débat philosophique immense. Et ça, c'est exactement la position d'Henri Bergson. Pour lui, notre conscience, notre pensée profonde, c'est comme un flux continu, une rivière unique, personnelle, pleine de nuances. Et les mots, eux, c'est quoi? C'est juste des étiquettes, des grosses étiquettes impersonnelles. Pour se faire comprendre, on est bien obligé de coller ces étiquettes sur nos émotions, mais en faisant ça, on les déforme, on les simplifie à l'extrême. Le mot « amour » est le même pour des milliards de personnes, mais ce que chacun ressent est radicalement unique. Pour Bergson, le langage est donc forcément une trahison. Ce qui nous amène à un concept clé chez Bergson, l'ineffable. L'ineffable, c'est tout simplement ce qui ne peut pas se dire. Cette émotion hyper précise, cette intuition fulgurante. On le ressent, c'est là, mais les mots sont trop grossiers, trop généraux pour le capturer. C'est la zone de silence où le langage jette l'éponge. Mais attention, il y a un « mais ». Car à l'exact opposé de Bergson, on trouve Hegel. Et lui, il nous dit « Attendez une minute. Cette histoire de pensée pure qui existerait avant les mots, c'est une illusion complète. Pour Hegel, une pensée qui est encore flot, une impression, ce n'est tout simplement pas encore une pensée. C'est le mot. Et seulement le mot qui vient donner une forme, une clarté, une existence réelle à l'idée. Donc, loin d'être une prison, le langage est l'atelier où la pensée se fabrique. On se retrouve donc avec un vrai choc des titans. D'un côté, Bergson qui dit « le langage est une prison pour la pensée ». De d'autres, Hegel qui répond « non, c'est la maison qui l'a construit ». Cette tension entre les deux, trahison contre réalisation, c'est vraiment le cœur du sujet. Et pour une disserte, c'est un plan thèse-antithèse en or massif. Allez, troisième et dernière étape. On a vu la structure, on a vu le rapport à la pensée. Maintenant, on va voir la dimension sociale et politique. Parce que les mots, ils ne font pas que décrire le monde, loin de là. Ils agissent sur le monde, ils ont un pouvoir. Et ce pouvoir, il a un nom.
La rhétorique, c'est l'art de bien parler pour convaincre. Et c'est là qu'on touche à un truc fondamentalement ambigu. Parce que convaincre, ça peut vouloir dire amener quelqu'un à la vérité, mais ça peut aussi vouloir l'embobiner, lui faire croire n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas nouveau. Il y a plus de 2000 ans, Platon nous mettait déjà en garde. Il s'attaquait à des gens qu'on appelait les sophistes. C'étaient des sortes de profs d'éloquence, et leur but c'était d'apprendre à leurs élèves à gagner n'importe quel débat, peu importe qui a raison ou tort. Pour eux, le langage n'était qu'une arme, un outil de pouvoir pour dominer les autres. Mais face à eux, il y avait Socrate. Et lui, il proposait une utilisation radicalement différente du langage. Son but, ce n'était pas de gagner, de persuader, c'était de questionner. De pousser les gens à réfléchir par eux-mêmes, à examiner leurs propres certitudes jusqu'à ce qu'ils accouchent, comme il disait, d'une vérité qui vient d'eux-mêmes. C'est ça la fameuse maïotique. On voit bien le truc là. Le langage, c'est comme un couteau. Ça peut servir à préparer un repas ou à blesser quelqu'un. C'est une arme à double tranchant. C'est juste un outil. Tout dépend de ce qu'on en fait. On peut l'utiliser pour manipuler, à la manière des sophistes, ou pour chercher la vérité, à la manière de Socrate. La question, au final, elle n'est pas technique, elle est morale. Bon, on arrive au bout de notre exploration. Maintenant, le plus important, on synthétise. Quels sont les points clés, les trucs à absolument retenir pour le bac? Voilà, cette carte mentale résume tout notre cheminement. On est parti de la base, le langage comme système structuré avec Saussure, puis on a plongé dans le grand débat Bergson contre Hegel, le langage, prison ou maison de la pensée. Et enfin, on a vu l'enjeu du pouvoir avec Platon, la parole qui manipule contre la parole qui libère. C'est ça la vue d'ensemble. Allez, on fait la checklist finale, les 4 points à avoir en tête. Point 1. Le langage humain est un système à part, qui n'a rien à voir avec la com animale. Point 2. Le débat central, le cœur du sujet, c'est Bergson contre Hegel. Le langage trahit la pensée ou la rend possible. Point 3. Le langage, c'est un enjeu de pouvoir. On peut s'en servir pour manipuler ou pour chercher la vérité. Et point 4, la grande conclusion, travailler son langage, bien parler, bien écrire, ce n'est pas juste de la forme, c'est travailler sa propre pensée. Et on va se quitter avec une dernière question, une question pour aller plus loin. Si on part du principe avec Hegel que ce sont les mots qui donnent forme à nos idées et à notre réalité, alors est-ce qu'inventer de nouveaux mots pour décrire de nouvelles réalités écologiques, sociales, technologiques, est-ce que ce n'est pas tout simplement une façon de changer le monde? Voilà, c'est une super idée pour une ouverture en conclusion de disserte. J'espère que tout ça vous sera utile.